Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Hello Grand Troupeau qui a pour thème la longévité des vaches. Alors, je suis Paul Revet, spécialiste vaches laitières pour la société Phibro en France et je suis heureux d'être aujourd'hui accompagné pour ce nouveau webinaire de ma collègue Justine Nesman. Bonjour à tous, je suis ravie de co-présenter ce webinaire avec Paul. Pour présenter en quelques mots notre société Phibro, donc c'est une société internationale du domaine de la nutrition et de la santé animale. Nous sommes présents en Europe depuis plus de 10 ans avec, pour les vaches laitières, des solutions de soutien de l'immunité et de préparation au vélage. Alors aujourd'hui sur le terrain, les objectifs des éleveurs peuvent être d'augmenter en productivité ou bien d'améliorer la santé. En fait, ces deux axes doivent être travaillés en parallèle pour atteindre une certaine rentabilité. Et nous souhaitions aujourd'hui, dans cette discussion, apporter des éléments de réponse à ces deux enjeux. En effet, la question sur laquelle nous allons nous concentrer est de savoir comment atteindre l'objectif de 3 lactations et plus, tout en maintenant la productivité et donc la santé du troupeau. Avant de démarrer, sachez que tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions dans le Q&A se trouvant en bas à droite de votre écran. Justine et moi-même prendrons le temps de vous répondre à la fin de ce webinaire. Voilà, alors pour commencer, on vous propose de reprendre quelques données globales afin de mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui en termes de longévité des vaches. Selon les données de contrôle laitier de 2022 présentées par l'IDEL, la vache laitière française ferait moins de 3 lactations. Tout à fait. Et nous sommes à 2,5 lactations en moyenne pour être vraiment précis. Alors, ce chiffre, il s'améliore, mais vraiment très lentement sur les 5 dernières années. Autrement dit, et comme on peut le voir dans le tableau, seuls 40% des vaches françaises atteignent le 3e vélage, 22% le 4e vélage et 11% le 5e, etc., etc. Alors, pour connaître un peu mieux la situation des éleveurs qui nous écoutent aujourd'hui, on vous propose un premier sondage avec la question « Quel est le pourcentage des primipares dans votre troupeau actuellement ?» Alors, vous avez le choix entre plusieurs propositions, moins de 20%, entre 20 et 30%, entre 30 et 40% et plus de 40%. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on verra un peu plus tard les résultats. Alors, en attendant, je pense qu'il est toujours bon de rappeler pourquoi, Justine, nous cherchons à faire vieillir les vaches. Oui, alors la première raison qui nous vient de façon assez évidente, c'est la rentabilité. Ces dernières années, on parle de plus en plus de lait ou de marge par jour de vie comme indicateur de performance, que ce soit technique ou économique. En fait, il s'agit d'inclure dans les calculs la partie improductive de la vie de la vache, c'est-à-dire la période d'élevage entre la naissance et le premier vélage. Et en fait, quand on cherche à calculer le profit par jour de vie, on se rend compte qu'en réalité, une vache commence à générer du bénéfice quand elle entre dans sa 3e lactation seulement. Donc naturellement, plus on augmente le pourcentage de vaches en 3e lactation et plus on augmente le profit par jour de vie. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui comme titre objectif 3 lactations et plus, pour faire appel pour répondre à ça. Alors, en améliorant la longévité des vaches en production, on diminue le besoin de génisses de renouvellement. Et donc, au-delà de la rentabilité, on travaille également sur l'aspect environnemental de la question en diminuant le bilan carbone troupeau. Alors, travailler à l'amélioration de son bilan carbone, certaines laiteries aujourd'hui en France le rémunèrent déjà. Et en fait, au fur et à mesure qu'on s'approche des objectifs zéro carbone de la France, cela pourrait devenir un critère de rémunération encore plus important en fait. Ouais. Et il faut rajouter qu'en travaillant sur une meilleure longévité des animaux, l'image de l'éleveur sur son propre travail avec ses animaux est toujours beaucoup plus positive et va de pair avec l'aspect sociétal
pour redessiner un peu l'image de l'élevage auprès du grand public. Donc, on a une question que l'on peut aussi se poser, c'est est-ce que le niveau de production a une influence sur la longévité ? Alors, nous avons rassemblé sur la slide les données de production et de longévité des 4 grands pays producteurs de lait. Et quand on compare États-Unis et Nouvelle-Zélande, on peut en effet voir qu'avec une production par vache 2 fois supérieure, les vaches américaines font 2 fois moins de lactation que les néo-zélandaises. Mais si on s'arrête là, on peut dire que la productivité diminue la longévité. Voilà, mais en fait, donc on voit sur cette même slide, quand on compare la France et l'Allemagne au milieu, qui ont une productivité par vache quasiment identique, les vaches allemandes, elles font tout de même quasiment une lactation de plus que les vaches françaises. Et puis, quand on compare France versus États-Unis, il semble bien que ça soit possible d'avoir une productivité quand même plus importante et faire un peu plus de lactation. Donc voilà, la réponse à cette question du lien entre longévité et niveau de production, elle semble un peu plus complexe que oui ou non, il y a un lien, c'est un peu plus mitigé que ça. Alors finalement aujourd'hui, Paul, qu'est-ce qui concrètement empêche les vaches de faire la lactation supplémentaire ? Quelles sont les causes de réforme des vaches laitières ? Alors, on va y revenir dans une seconde. D'abord, les résultats donc de notre premier sondage. On a entre 20 et 41% des personnes qui ont répondu qui ont entre 20 et 30% de primipares dans le troupeau et 35% entre 30 et 40%. Après, on a aussi un petit peu de moins de 20%, mais on commence réellement à réduire. Voilà, en dessous de la moyenne française qui était à 33%. Voilà, exactement. Alors, pour répondre à ta question, Justine, déjà, on peut commencer par dire que la grande majorité des vaches quittant le troupeau sont des réformes subies, involontaires, liées à des problèmes de santé. Et les 3 plus grandes causes de réforme sont l'infertilité, les mammites, puis viennent ensuite les problèmes locomoteurs comme les boiteries ou bien les accidents. Alors, si on prend encore une fois les États-Unis en exemple, comme on le voit sur le graphique, la première cause de réforme, c'est l'infertilité, puis les mammites. Mais en France, il semble que ce soit plutôt les mammites en première cause. D'ailleurs, le BCEL Ouest annonçait en 2020 que les mammites étaient la première cause de réforme avec 36% quand même des cas de réformes involontaires. Alors, pour creuser un peu plus sur les causes des réformes, plusieurs études européennes, notamment au Danemark et aux Pays-Bas, ont analysé les causes selon le rang ou le stade de lactation. Et en fait, leurs résultats montraient que les primipares étaient réformés en fin de première lactation à cause soit d'un problème de fertilité, soit de santé de la mamelle. Alors que pour les multipares, les réformes, elles étaient plutôt dues à une maladie pendant le début de lactation. Encore une fois, on retrouvait les mammites, mais aussi les métrites ou les maladies métaboliques. Voilà, un peu différent entre primipares et multipares, mais par contre, on retrouve les mammites dans les 2 cas, donc ça ressort quand même comme une cause importante de réforme. Qu'est-ce qu'on peut expliquer par rapport à cette problématique ? Eh bien, quand la vache fait une mammite, ça signifie que la bactérie, quelle qu'elle soit, a passé les 3 barrières de défense de la vache. La première, c'est la barrière physique, c'est-à-dire la peau, les muqueuses, mais aussi, par exemple, le sphincter des trions, qui, lorsqu'il est bien refermé après la traite, protège la vache contre l'entrée de pathogènes dans la mamelle. Ensuite, si le pathogène arrive à s'introduire, la deuxième barrière, c'est l'immunité innée, qui s'active en quelques minutes. Donc là, il s'agit de leucocytes, qu'on appelle aussi cellules somatiques, qui, quand il augmente dans le lait, ce niveau de leucocytes, sont des marqueurs de l'infection par un pathogène. Ils sont non spécifiques, mais répondent rapidement en cas d'infection. Enfin, la troisième barrière, c'est l'immunité acquise. Donc il s'agit des anticorps spécifiques à un pathogène, et ils sont beaucoup plus efficaces. Cependant, ils mettent plus longtemps à répondre, notamment parce qu'ils sont appelés en renfort par l'immunité innée. Donc il faut réfléchir à comment on peut soutenir le système immunitaire dans son ensemble, au final, Justine. Oui, en fait, avant de revenir aux différentes barrières que tu as présentées, on souhaitait rappeler qu'il est évident qu'il faut commencer par limiter tant que possible la quantité de pathogènes dans l'élevage et également la possibilité qu'ils viennent au contact de la mamelle. Donc il y a un travail fondamental, préalable à effectuer sur l'environnement de la vache, notamment l'hygiène de couchage et l'hygiène de traite. Voilà. Très important. On revient à ça, mais bon, en effet, comme il est impossible de contrôler totalement les pathogènes dans un milieu humide et vivant surtout, il est important donc de renforcer les 3 barrières que tu as présentées.
Alors, en ce qui concerne sur la barrière physique, déjà on peut rappeler, mais vraiment l'importance du soin et de l'état des mamelles. Si les trayons sont asséchés, ça va favoriser les blessures. Et quand il y a une plaie, la peau ne peut plus effectuer son rôle de barrière. Et puis sur cette barrière physique également, on peut dire un mauvais réglage du vide sur la machine à traire peut ralentir la fermeture du sphincter, voire même entraîner un retournement du bout du trayon, ce qui laisse la voie libre aux pathogènes, comme tu disais. Encore une fois. Donc deuxième barrière, tu as parlé donc de l'immunité innée. On peut travailler déjà de base sur une bonne minéralisation des vaches, notamment le couple sélénium vitamineux qui a vraiment un impact sur la capacité immunitaire. Et puis il va falloir également penser à la gestion des stress. On va y revenir un peu plus en détail après, mais ça a vraiment une grosse importance. Et la troisième barrière, donc immunité acquise, il y a des solutions de type vaccin, qu'on connaît quand même, qui stimulent le système à développer des anticorps spécifiques à un agent pathogène. L'exemple commercial le plus connu, c'est par rapport au staphylocoque doré. Et donc, lorsque la vache aura une future exposition à ce pathogène, son système immunitaire pourra combattre plus efficacement l'infection. Oui, mais malgré toutes les bonnes pratiques, cela ne nous empêche pas de voir nos animaux s'affaiblir à certaines périodes, des périodes plus stressantes, comme par exemple les transitions alimentaires rapides, quand il y a un manque de stock, ou tout simplement on change de maïs, on change d'ensilage en général. L'hiver, avec les variations de température et d'humidité qui précèdent souvent une période de grippe, ou parfois juste le retour au bâtiment à l'automne. Alors, il nous faut donc savoir quel est l'effet du stress sur l'immunité. Et pour cela, nous vous proposons de regarder une petite vidéo explicative. Divers facteurs de stress peuvent compromettre l'immunité de votre vache. Une immunité compromise rend la vache plus sensible aux infections. Que se passe-t-il quand une infection se produit pendant un stress ? Tout d'abord, les globules blancs présents dans le tissu, qui jouent le rôle de gardiens, détectent et capturent l'agent pathogène infectieux. Ces gardiens émettent ensuite des signaux d'urgence à partir de la source d'infection pour alerter les cellules immunitaires présentes dans le sang. Ces cellules immunitaires, appelées neutrophiles, sont les soldats du système immunitaire et constituent la première ligne de défense contre les infections. Cependant, le stress peut empêcher les neutrophiles de détecter les signaux d'infection et peut supprimer leur migration vers le lieu de l'infection, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la santé de votre vache. Donc, cette explication nous explique que c'est pour cela que les risques de mammites sont plus importants après un événement stressant pour la vache, donc stress de vélage, stress des transitions, stress sociaux, hiérarchiques, etc., etc. Et il faut se rappeler qu'une vache, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'une vache, elle aime faire tous les jours la même chose. Tout changement dans ses habitudes, ça peut devenir un stress. Et justement, pour répondre à cette problématique, Phibro propose depuis les années 2000, donc ça fait plus de 20 ans, la solution Omnigène AF qui permet de réduire les effets du stress sur les neutrophiles qui sont les fameux soldats d'immunité innés qu'on retrouve dans les vaisseaux sanguins. Omnigène, c'est ce qu'on appelle un immunomodulateur et les nombreuses études démontrent qu'il peut aider les vaches à avoir une réponse immunitaire plus rapide, plus efficace, j'ai même envie de dire plus efficiente, même en cas de stress. Et pour mieux comprendre son action, on va regarder ensemble le fonctionnement d'Omnigène sur le système immunitaire. Omnigène s'appuie sur 20 ans de recherche approfondie et d'essais sur le terrain qui montrent qu'une distribution régulière d'Omnigène contribue à renforcer la compétence immunitaire de votre vache. Lorsqu'une infection se produit dans le tissu, un système immunitaire sain permet aux neutrophiles de détecter plus efficacement les signaux d'infection. Ils migrent ensuite à travers les parois du vaisseau sanguin jusqu'au lieu d'infection, où ils peuvent combattre l'infection, gardant votre vache en bonne santé et productive. Un troupeau en bonne santé ayant une réponse immunitaire réactive et efficace peut présenter une production et une qualité de lait plus élevée, de meilleurs bénéfices pour la santé, de meilleures performances de reproduction, et moins de maladies métaboliques et infectieuses, tout en réduisant le besoin en traitement antibiotique, contribuant ainsi à la rentabilité et la durabilité de votre exploitation laitière. Justine,
Alors nous sommes mi-juin, les beaux jours arrivent doucement mais sûrement selon les régions d'où vous nous écoutez. Mais en tout cas les températures augmentent progressivement. Nous voulons donc faire un petit aparté et évoquer le lien entre stress thermique et immunité longévité pour notre sujet. Alors en effet, le stress thermique, c'est bien un stress qui entraîne les mêmes conséquences que ce que tu as décrit précédemment, c'est-à-dire une réaction immunitaire moins rapide et moins efficace. D'où le déclenchement de cas de mamite ou de la hausse des taux cellulaires qu'on peut observer pendant la période estivale. Alors si on reprend tous les impacts du stress thermique, on retrouve donc le risque de mamite, mais on retrouve également la diminution des performances de reproduction dans les impacts du stress thermique, et puis l'augmentation des boiteries, notamment à cause d'un temps passé debout qui augmente en été. Donc on retrouve là les causes de réforme des vaches laitières. Donc on voit clairement un lien assez important entre le stress thermique, ses impacts en tout cas, et l'augmentation du risque de réforme pour la vache en lactation. Donc voilà, pour nous, il est impossible de mettre ce sujet de côté avec l'été qui arrive bientôt. Ouais, et je pense que l'on peut aussi retenir également un autre chiffre, c'est qu'une petite génisse qui est née en période estivale et qui aura subi un stress thermique intra-utéro fera en moyenne une lactation de moins que si elle était née en période sans stress thermique. Et les causes de cette lactation perdue sont tout d'abord une santé plus fragile, avec notamment un taux de survie à 6 mois très inférieur, et aussi un potentiel laitier amputé à cause d'une mauvaise programmation épigénétique du développement de la mamelle. Mais également une réserve folliculaire réduite dès la naissance, ce qui la pénalise en performance de reproduction. C'est ça. Alors, la reproduction, c'était justement la deuxième cause de réforme des vaches laitières. Donc, on vous propose de reprendre quelques éléments pour réfléchir à comment on maximise la réussite à la reproduction. D'abord, donc quand on veut réussir l'insémination ou la reproduction, il faut une bonne qualité d'ovocyte. Or, celui-ci, il a une phase de développement qui dure 90 jours, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. Donc, si on veut inséminer à 60 jours, comme sur ce schéma, le follicule, il va se développer depuis la fin de la gestation et pendant le début de lactation. Il doit donc avoir à disposition tous les éléments, les nutriments nécessaires à son développement, donc des minéraux, des vitamines, des hormones, mais aussi de l'énergie, clairement. En quantité. Et la deuxième condition, du coup, une fois qu'on a ce bon ovocyte, c'est d'avoir un utérus fonctionnel et sain pour accueillir l'embryon. Donc pour ça, il est essentiel d'éviter les non-délivrances qui causent ensuite, qui peuvent causer des métrites ou des endométrites. Donc sur ces deux sujets, qualité d'ovocyte ou qualité d'utérus, on va dire, on revient à la gestion de la période de transition, à l'importance d'une bonne préparation au vélage notamment, pour mettre toutes les chances de son côté par la suite. Alors, Paul, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil sur une ration préparation-vélage réussie ? De façon logique, ça va être une ration qui va réduire les problèmes au vélage et favoriser le début de lactation. Donc, il faut gérer la capacité d'ingestion, évidemment les apports nutritionnels, énergie, protéines, etc., minéraux, comme tu l'as dit, mais aussi tous les risques autour du calcium et le trou immunitaire, toujours là, qui est lié au stress du vélage, dont on a parlé juste avant. Et nous préconisons au minimum 12 kilos de matière sèche ingérée par vache. Et si on peut atteindre 14 ou 16 ingérés avec des fourrages à fibres courtes, bien appétants, on va maximiser comme ça l'ingestion en postpartum et limiter les risques de déplacement de caillettes et de déficit énergétique. Alors pourquoi des fibres courtes ? C'est vraiment dans cette idée de maximiser la quantité ingérée si on prend une ration prépa-vélage de type maïs en silage, paille, comme on peut le voir sur la slide. Plus en fait on va couper court, plus on va pouvoir monter jusqu'à par exemple 5 kilos de paille. Idéalement, la paille doit avoir la même taille ou se rapprocher de la taille de coupe que l'ensilage de maïs a. Ça va nous permettre de réduire les risques de tri de ration. Et justement, le maïs est plus facile à digérer si la vache trie, par exemple, elle commence donc par lui. Celui-ci n'encombrera pas longtemps le rumen. Alors que la paille non coupée, qu'elle pourra ingérer, ne sera de son côté pas suffisante pour conserver le volume de panse dont on a besoin.
Oui, c'est vraiment ça, hein. On cherche à préserver au maximum le volume ruminal face au veau qui prend de plus en plus de place. Et le but, c'est qu'au moment du vélage, le rumen pourra récupérer de la place. Il aura une capacité déjà de base plus grande. Donc ça va aider la vache à ingérer plus dès le début de la lactation, à limiter donc forcément le déficit énergétique pour bien démarrer, que ce soit en lait ou en reproduction. La deuxième chose, pour une ration préparation-vélage réussie, c'est qu'on doit également être attentif aux besoins en calcium de la vache. Notamment si on veut travailler à la prévention des problèmes de repro et on a vraiment évoqué les non-délivrances. On doit réfléchir à la prévention des hypocalcémies subcliniques, donc c'est-à-dire sans symptômes visibles, mais qui concernent jusqu'à 30% des vaches dans un troupeau. Jusqu'à 60% des vaches même. Jusqu'à 60% des vaches, oui. Et oui, tout à fait. En ce qui concerne le calcium, Phibro travaille sur le principe d'acidification en distribuant une ration à BACA négative. L'objectif, c'est d'entraîner la vache à mobiliser plus de calcium pendant les 3 semaines avant vélage. Et de cette façon, en fait, quand la demande va augmenter, avec la demande colostrale et le début de la production laitière, la vache sera entraînée et donc saura répondre plus rapidement et plus efficacement. Alors, en fonction des niveaux d'acidification, on peut travailler à la fois sur les aspects santé postpartum et l'augmentation des performances. Et notamment quand on atteint des pH urinaires qu'on appelle d'acidification totale, donc entre 5,5 et 6, on va chercher à la fois la réduction des non-délivrances, donc de meilleures performances de reproduction, et l'augmentation significative des performances en lactation. Alors pour continuer à mieux connaître vos habitudes, nous vous proposons un second sondage. Utilisez-vous l'acidification pour améliorer les démarrages en lactation? Les réponses possibles sont oui avec des pH inférieurs à 6, oui avec des pH entre 6 et 7,5, oui mais je ne mesure pas les pH, non j'utilise une autre méthode, et la dernière possibilité, je n'ai pas de programme particulier hormis peut-être un minéral vache tarie. Sachant que voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment juste pour connaître vos habitudes en termes d'acidification, si vous en faites ou pas. Et on regardera les réponses un tout petit peu plus tard. Alors de manière générale, pour acidifier une ration préparation-vélage, on utilise des sels anioniques, majoritairement des chlorures, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, et en quantité plus ou moins importante. Cependant, il est bien connu qu'ils ne sont pas les ingrédients préférés de la vache dans sa ration, et dans le cas présent, dans sa ration vache tarie, préparation vélage. Et en effet, les sels anioniques sont très peu, pour ne pas dire pas du tout appétants, et leur présence peut réduire fortement l'ingestion. Il faut donc pouvoir les incorporer avec une technique permettant d'améliorer cette fameuse appétence. Et pour cela, Phibro propose la solution Anistart. Anistart, c'est une source de 2 sels anioniques enrobés de manière très spécifique et technique, et ça va permettre de faire descendre la BACA tout en maximisant l'ingestion, le nerf de la guerre, grâce à une appétence de la ration bien mieux préservée. Et justement, pour parler des résultats d'Anistart en ferme, nous voulions laisser la parole à Calista du GOEC de Quattro, qui sont utilisateurs de solutions Phibro depuis plusieurs années. Premièrement, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Calista, je travaille au GOEC de Quattro, qui compte 3 associés, 2 salariés, donc on est situé en Bretagne. Et ici, on traite entre 150 et 160 vaches à la traite, salle de traite, 2x12, et on est à peu près entre 35 et 36 litres par vache et par jour actuellement, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est un troupeau qui est en pleine expansion, qui ne fait que croître. Il y a 7 ans de ça, il y avait encore entre 70 et 60 vaches à la traite, donc ça a pas mal évolué. Quoi dire ? Ici on garde tout, donc les taurillons et les genisses croisés sont élevés ici, donc on a à peu près 400 animaux au total ici dans le GAEC. Pour parler de nous de l'Anistart, donc c'est ce qui nous concerne le plus, on a commencé l'Anistart ici il y a 2 ans parce qu'on avait d'énormes problèmes de métrite sur les vaches, donc des IA fécondantes qui étaient beaucoup plus tard dans les lactations des vaches. Donc suite au passage de l'Anistart, nous on a pu remarquer que le nombre de métrites se comptait sur le doigt de la main dans une année entière sur le nombre de vaches qu'on a.
C'est ce qui est très 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 appréciable. On a énormément amélioré nos performances. Là, ne serait-ce qu'en 2 ans, on est passé d'à peu près 30 kg de moyenne à 35-36. On a des meilleurs démarrages en lactation, des vaches qui mangent beaucoup, comme vous pouvez le voir, même si là c'est l'heure de la traite. Des vaches qui mangent mieux en début de lactation, qui produisent mieux, qui sont en meilleure santé, forcément. Donc c'est un produit où on a vu vraiment... On a vraiment vu une amélioration tout de suite dès qu'on l'a essayé. Ça a été vraiment assez frappant. On a des débuts de lactation qui font énormément de lait, hein, que ce soit des primipares ou des multipares. Là, je sais qu'actuellement, mon lot de primipares fraîches tourne autour des 32 kg de moyenne. Donc, c'est des primipares qui ont moins de 100 jours. Et mes multipares, tout stade de lactation confondu, mes multipares sont à 37,5 kg de moyenne. Donc pour le moment tout se passe très bien, on en est très très contents. Et nous, ce qui nous a le plus frappé vraiment, c'est même lors de vélages extrêmement difficiles, ce qui arrivera toujours dans une vie et dans une carrière, même avec beaucoup d'interventions qui peut durer parfois même très longtemps. Les vaches délivrent quand même. Les seuls cas très rares où ça arrive, où ça ne délivre pas, généralement c'est pour des naissances gémellaires, où les délivrances sont un peu plus compliquées. Mais voilà, c'était pour vous expliquer à quel point nous, ça nous a changé la vie en tout cas, et surtout à quel point ça a amélioré nos performances. Merci à vous. Un grand merci à Calista d'avoir pris le temps de nous envoyer son témoignage, et merci aussi au GAEC de Quettro de nous faire confiance depuis un bon nombre d'années maintenant. On va revenir sur le petit témoignage, pas le témoignage, mais le petit sondage qu'on a fait tout à l'heure. Et à 38%, les réponses c'est « Je n'ai pas de programme particulier, hormis peut-être un minéral vache tari ». Ce qui correspond à la situation globale française. Et sur ce que nous aimons conseiller avec des pH inférieurs à 6, on a quand même 14% des réponses. Ce qui est un peu plus que ce qui est présenté en général. Oui, tout à fait. Et on a entre 20 et 28% pour oui, mais je mesure pas les pH, okay. Et oui, avec des pH entre 6 et 7,5. Alors, finalement, travailler avec l'acidification nous montre qu'on peut à la fois améliorer la réussite à la reproduction et la productivité. D'autant plus que quand la vache n'utilise pas d'énergie, pour lutter contre une infection, qu'elle soit utérine, mammaire ou quelconque, tout autre, elle peut utiliser cette énergie pour la production, ce qu'on cherche à la fin. Donc, pour résumer un petit peu, conclure ce webinaire, on a discuté aujourd'hui de 2 problématiques majeures, qui écourtent les carrières des vaches, les mammites, la santé mammaire, on va dire, et l'infertilité. Ces 2 sujets ont des causes multifactorielles. Pour les résoudre, on a essayé de vous montrer qu'on doit faire appel à l'hygiène, à la nutrition, au management, etc. Il n'y a pas une solution, c'est un ensemble, une vision globale à avoir. Et puis on veut quand même, n'oublions pas le confort et la gestion des pattes. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est la troisième cause de réforme, les boiteries et les accidents. Donc voilà, ne surtout pas oublier. Alors, comme vous avez pu le comprendre, je pense, au cours de ce webinaire, Paul et moi-même pouvons vous accompagner dès demain. Avec plaisir. Pour atteindre vos objectifs. Donc, notamment en travaillant au renforcement de l'immunité face au stress et ses conséquences avec l'Omnigène. Et puis, sur la gestion de la ration prépa-vélage avec la Nista, ration tari. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux questions. Vous pouvez continuer d'ailleurs à les poser via la partie discussion que vous avez en bas à droite de votre écran. Et si nous manquons de temps pour y répondre, nous reviendrons vers vous avec une réponse par mail. Ne vous inquiétez pas. Alors j'ai par exemple Gaëtan Martin qui dit: que pensez-vous d'associer un anti-inflammatoire type S, huile essentielle avec Omnigène, aussi bien en prépa qu'en lactation? C'est complémentaire. Si on peut détailler un petit peu Omnigène, en fait, tu as dit immunomodulation. En fait, comme le système va être plus efficace, il va y avoir une moins grande inflammation. Enfin, en tout cas, il ne va pas y avoir de surinflammation. Le complémenter avec quelque chose qui va permettre de réduire les conséquences de l'inflammation, ça peut être une bonne idée pour tout ce qui est stress oxydatif, notamment des cellules, etc. Donc, il y a
on a alors des éleveurs qui utilisent ce genre de complémentarité de solutions, donc ça fonctionne et c'est une très bonne idée. Voilà, j'approuve. Alors on a une autre question qui est: que pensez-vous de l'apport de chlorure de calcium à la place du chlorure de magnésium sur les vaches taries? Donc là, je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence. Les niveaux de BACAS sont à peu près les mêmes. Voilà. La seule différence, c'est que aujourd'hui, donc on peut avoir du chlorure de calcium qui est protégé, donc en fait qui utilise une technique de protection pour un peu maximiser l'appétence. Donc dans ce cas-là, je dirais que du chlorure de calcium protégé, c'est quand même mieux que du chlorure de magnésium. Aussi pour le côté stabilité du produit en ferme, on a quand même moins de problèmes avec le chlorure de calcium qu'avec le chlorure de magnésium, je veux dire en situation de stockage, voilà, clairement, pour dire. Et après, ce qui compte quand même de façon très importante, qu'il faut pas oublier, c'est l'appétence. Et voilà, c'est les chlorures qui font le problème de l'appétence. Tout à fait. Après, calcium, magnésium, c'est pas ça le truc. Tout à fait. Grégory nous demande: comme la plupart des élevages français ont un seul lot de taris, peut-on donner du calcium en acidifiant la ration des vaches taries pendant toute la durée du tarissement, donc les 2 mois? Est-ce qu'il y a un risque de ne pas couper les apports de calcium au début du tarissement? Est-ce qu'il y a un risque de donner du calcium en début de tarissement? C'est ça la question en fait. Y a-t-il un risque de ne pas couper les apports de calcium en début de tarissement? Je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, dans les utilisation sur 2 mois, est-ce qu'il y a un risque ou pas dans les recommandations, alors utilisation sur 2 mois, non, aucun risque. On a de nombreux élevages en effet qui ont un seul lot de taris, qui vont gérer le calcium sur l'ensemble des animaux avec l'utilisation d'Anistart sur les 2 mois. Il y a aucun souci, ça aucun problème. Des fois on peut entendre ça va démobiliser le calcium des os. Non, c'est ça. On a prouvé par des prises de sang, etc., que c'était pas le cas, que c'était ok. Et puis, pour revenir sur la première partie de tarissement et le calcium, il existe des recommandations en calcium pour ces vaches-là. Donc, en fait, il faut pas leur couper. Alors après, le fait est qu'il y a du calcium dans l'ensilage de maïs ou dans les autres fourrages ou tourteaux, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Mais en tout cas, elles ont besoin de calcium aussi quand même pour fonctionner. Après, elles ont 8 kilos de calcium dans les os, donc ce qui fait que le stock est là et il est renouvelé régulièrement. On prend très rapidement une dernière question et on finira. Donc, pouvez-vous nous préciser le mode d'action d'immunomodulation de l'Omnigène? On va le faire très rapide et je vous répondrai de façon plus rapide, plus précise par mail. L'Omnigène, en fait, il vient faire de telle sorte que le cortisol, qui est l'hormone du stress, arrête d'inhiber, je dirais, certaines molécules d'adhésion qu'on a autour de nos neutrophils, nos fameux soldats de l'immunité présents dans le sang, et qui les empêchent de recevoir les messages comme quoi il faut qu'ils aillent attaquer le pathogène présent dans les tissus. Je reviendrai vers vous avec une réponse beaucoup plus complète. Ce webinaire est maintenant terminé. Donc merci à tous. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les solutions proposées par Phibro, nous vous invitons donc à visiter notre site internet, comme vous pouvez voir l'adresse, et puis surtout à nous contacter pour bénéficier de conseils personnalisés, adaptés à votre élevage et à votre situation. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé à ce webinaire pour toutes vos questions et on espère que les informations partagées avec vous aujourd'hui seront utiles dans vos activités journalières. Nous vous souhaitons à tous une excellente journée et puis à bientôt sur le terrain.